Mesdames et messieurs, merci infiniment de votre présence. Je vous laisse quelques instants avant la discussion qui suit ce film, et j'en profite pour accueillir nos deux invités. Je vous en prie, vous pouvez prendre place en attendant d'être connecté avec Shorakat, qui devrait nous rejoindre en ligne. Alors, Sevinch Samadzadeh, je vous en prie, prenez place. Et Viken Cheterian. Merci beaucoup. Je vous propose de commencer par vous présenter. Peut-être d'abord la réalisatrice que vous verrez sur l'écran, et nous avons un retour ici, donc eh bien la voilà. Bienvenue. Shorakat, bienvenue. Bienvenue avec nous. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez? I can. Can you hear me? Yes, we can. Can you hear me? Yes. Do you hear Hello. me? Ok. Yes, I Alors, do. je vais en profiter pour vous présenter immédiatement, comme chacun de nos invités, avant de lancer nos échanges. Alors, Shorakat Vartanian est née à Yerevan, en Arménie, et elle a débuté une carrière de musicienne, tout comme son frère Soromon, avant de réaliser le film documentaire que nous venons de découvrir. Il s'agit de son tout premier film qui a déjà été primé de nombreuses fois. Il a été, vous l'avez compris, tourné sur 2 ans. C'est le passage des saisons dans le film qui le signifie d'une certaine manière. Quelques jours, 12 jours de mémoire après la disparition de son frère, et vous l'avez compris aussi, les images sont intégralement filmées depuis son téléphone portable. Alors nous accueillons également Sevinch Samadzadeh, qui est doctorante à l'université de Gand en Belgique. Elle est chercheuse et activiste féministe dans le domaine des relations internationales, et elle porte un intérêt tout particulier à la géopolitique post-soviétique et à la région du Caucase Sud. Elle a eu l'occasion de travailler sur le conflit du Haut-Karabakh, et elle met en œuvre l'éducation au genre et à la paix dans l'ensemble de la région. Bienvenue avec nous. Et puis Viken Cheterian, que j'ai également le plaisir d'accueillir, et qui est journaliste et universitaire ici à Genève, un expert de conflits armés. Ses travaux portent sur la violence, sur les guerres, mais aussi sur la résolution des conflits. Viken est un spécialiste de la région post-soviétique également, ainsi que du Moyen-Orient. Et c'est aussi, je dois le dire, un grand connaisseur du terrain et de la région du Caucase tout particulièrement. Il a beaucoup publié sur le conflit du Haut-Karabakh. Alors merci à tous les trois de votre disponibilité et de votre présence avec nous ce soir pour accompagner ce film. Vous l'avez vu, extrêmement, on peut dire, intense, tout en étant très épuré, extrêmement riche aussi. Nous n'aurons certainement pas le temps d'aborder les multifacettes que nous offrent ces images, mais je vous propose de lancer un échange déjà entre nous, avec Shorakat bien sûr. Je m'adresserai d'abord à vous, Shorakat, et puis vous aurez également la parole. Et je tiens à préciser qu'un temps sera dédié ensuite pour un échange avec le public. Alors, avant toute chose, Shorakat, vous avez, je disais, commencé à filmer très rapidement après la disparition de votre frère Soromon, 12 jours. Et on a bien compris
le sentiment de nécessité et d'urgence derrière votre geste filmique. Et je pense que je ne suis pas la seule à m'être demandé finalement quelle était votre intention initiale, c'est-à-dire au moment de choisir de filmer. Est-ce que vous aviez pour intention exclusive de documenter, de nourrir en fait des archives familiales finalement, ou est-ce que vous aviez déjà à l'esprit le potentiel d'un futur film qui circulerait dans un espace qui dépasse la sphère privée, familiale et peut-être un espace au-delà même de la région? Thank you for the question, and I want to at first thank to Fifth Geneva for having my film and me for the discussion, and I want to thank you, Sevan, Sevinch, and Viken that this discussion about Artsakh will happen. It is very important for me. And answering to your question, it happened that at the moment when I started filming, I was kind of stuck. I couldn't anymore express myself through words or through music. So film appeared. And in that moment, I also started taking journalism courses because I was in kind of existential crisis and I decided to try something new. And when my brother went missing, I couldn't concentrate anymore on my classes. So my mobile journalism teacher suggested me to take a phone from the school and just put it in the room and every day to tell to the phone how and where I'm trying to find my brother. Nobody was waiting that it will become a film because first of all in the school we weren't studying filmmaking and because everybody were waiting that my brother will come back. But on the third day when I understood what I will film, whom I will film, and every day I was understanding more what I should film. At some moment, maybe after 5 days, I had these terrible feelings that maybe my brother will not come back to home. And from that point, I started taking very seriously this filming process, and it ended up to become a film. C'est vraiment d'autant plus impressionnant que vous n'avez pas de formation cinématographique. Donc on voit vraiment là votre regard premier, pur, vierge de toute méthodologie ou de tout ancrage en fait de formation. Et dans ce contexte-là, moi ce qui m'a saisi, c'est le rôle et l'importance de l'objet téléphone. Le téléphone comme objet vraiment omniprésent, qui ne nous lâche pas en réalité, qui ne vous lâche pas, qui n'est pas lâché non plus, y compris pour habiter le lit. Et c'est un objet qui a plusieurs fonctions. Alors, bien sûr, d'abord, c'est le seul canal de communication et d'espoir relativement à votre frère Soromon, dont vous attendez et dont nous attendons aussi avec vous le retour ou à défaut au moins des nouvelles. Et puis, évidemment, ce téléphone, c'est votre caméra, donc c'est votre regard. Mais y compris votre regard sur vous-même parce qu'on vous voit entrer et sortir du cadre régulièrement, parfois même de face. Et vous regardez cette caméra qui est la vôtre. Et puis cet objet téléphone devient petit à petit un personnage. Ça a été mon sentiment en tout cas. On verra dans les réactions du public ou de nos invités, un personnage en soi qui prend de plus en plus de place. Et puis à qui on s'adresse en fait? On s'adresse à ce téléphone caméra que l'on situe dans l'espace, que vous commentez, dont on ne nie pas la présence dans l'absence. Il est là, on y fait référence, votre père vous oriente aussi sur la manière de le placer, vous demandez à votre maman de sortir du cadre parce qu'il y a le téléphone. Et puis enfin une chose qui m'a... Vous voyez, en fait, ça m'émeut quand je vous dis ça,
parce que l'autre fonction que j'ai sentie très très fort, et je serais très heureuse de vous entendre aussi là-dessus, c'est que cet objet téléphone, eh bien, c'est notre regard à nous. Sauf que c'est un regard qui est empreint d'un certain inconfort. Parce que, en tout cas, pour ma part, je ne sais pas ce que vous avez ressenti aussi de votre côté, mais je me sentais voyeuriste. Il y a une forme de voyeurisme à entrer dans une intimité très forte, très profonde, que l'on n'est pas censé voir, en fait, qui ne nous est pas donné à voir, en règle générale. Ce qui est frappant, c'est d'entrer dans cette intimité. J'avais noté les mots de votre père, de cette torture qui tue. En fait, l'attente comme une torture qui tue. Ce sont ces mots. Et alors, nécessairement, on peut se demander aussi quelle a été la réaction de vos parents que vous suivez, dont vous captez quasiment tout, y compris dans des moments d'une grande violence, y compris dans un moment de deuil qui commence, y compris dans l'angoisse. Et je pense qu'il serait intéressant pour nous de savoir quel a été le rapport de vos parents à cet objet téléphone et à vous, peut-être même que leur réaction a évolué dans le temps. Comment ont-ils réagi? Comment se sont-ils laissés filmer? Est-ce qu'il y a eu des réticences? Ou est-ce que cet objet téléphone est devenu un membre de la famille? You see the phone as a protagonist because I guess one of the reasons of that is my unprofessionalism as a filmmaker and the way how naively I'm filmmaking, and it turned to be the best way of telling this story. And also, yes, of course, if I had a camera, it would have been more harder to capture these very intimate moments. You see, for example, in that scene when I'm asking my mother, do not come because there is a camera, it's because she didn't give me for a very long time to film her. And I knew if she suddenly sees that there is a camera, she will make me to delete the footage. She didn't let me to film very long, and then she started letting me. And my father, at some point, he was getting angry on me when it became more and more hard. When some time passed and good news weren't coming, and when he was getting angry, I was just stopping the film to film. And I was waiting when he will be okay with it, and I was continuing. At first, they were noticing, of course, a bit the camera. Father was sometimes jokingly saying that, are you a journalist? Why you are walking after us with the camera? But then when it became very tough emotionally, they started to not notice the camera except at moments my father was getting angry. Merci beaucoup. Et ont-ils vu le film? Ont-ils accepté de voir le film une fois monté et exposé en réalité au public? So my mother have seen rough cut, and also she asked me for the final film, and I didn't want to give her, but I gave. Of course, my father have seen only the rough cut. He didn't want to see the final film. He didn't ask for it. So. Okay, merci beaucoup. Et vous-même, la première fois que vous avez vu en fait vos archives finalement, ce témoignage, ce regard très très singulier d'une non-professionnelle, comme vous dites, ce qui fait d'ailleurs la richesse de ces images. Quel a été votre sentiment en découvrant l'objet fini et prêt à être soumis au regard d'un public qui dépasse vos proches?
Did I understand right that you are asking how it was for me to give this footage as a film? Non, de découvrir vous-même votre travail une fois abouti, c'est-à-dire après le montage et l'objet qui va être présenté en réalité dans les festivals et dans d'autres sphères. I think the editing process was so hard because I needed to watch over and over again 100 hours of material, and it was really tough because I needed to see everything through what we have done, and it took some time for me to see this, that it is becoming a film. And it was like sometimes I was feeling that there is two people inside of me as a part of this family and me as a director, and sometimes inner fights were going on, but I was all the time trying that director win. And when film was ready already and I needed to give it to the audience, I was ready. But I understood, I felt this stone going down from my heart after second screening. I felt that this film is not mine anymore, it is people's film. Merci beaucoup. Et alors, c'est intéressant, je propose de faire une transition avec cette idée que finalement, on voit bien qu'au travers de la micro-histoire qui s'inscrit dans votre famille, ces images nous parlent de la macro-histoire, mais sans nous la montrer. Parce que la guerre, les armes, la politique se situent en quelque sorte au creux. J'ai eu cette impression-là, au creux des gestes, au creux des regards, au creux des mains de votre père, qui sont extrêmement présentes, extrêmement porteuses. Et je me demandais, Viken, j'ai repensé à vos mots, parce qu'on a eu un échange après avoir découvert le film. Et dans notre échange, j'ai noté que vous m'avez dit avoir été très frappé par le choix filmique très fort de Soragat de montrer l'intime sans montrer la guerre et d'en parler au travers de cet intime-là. Donc, en réalité, d'une manière très pudique, même si les images sont très crues, mais cette pudeur de parler de la guerre de cette manière-là. Et je voudrais bien vous entendre sur la contextualisation de ces images, la contextualisation politique, et en particulier ce qui se joue autour des déclarations et donc des mots de Nikol Pachinian, donc le Premier ministre arménien. Souvenez-vous, ce texte officiel que lit Soragat au milieu de la nuit et dans le lit de ses parents, une fois de plus, et qui marque, je crois, un tournant. Et c'est vraiment un moment pivot, cette déclaration de Pachinian, mais pas seulement dans le film, mais à l'échelle historique, à l'échelle du conflit du Haut-Karabakh. Qu'est-ce que vous souhaiteriez nous dire pour introduire le politique dans ces images de la sphère privée? Oui, c'est intéressant de voir comment les symboles défilent à travers le film. On commence avec le père de Soragat. Au début, il parle de la nation, de sacrifice. Donc on est dans un certain discours, certain symbolisme. On a aussi, au début du film, des images projetées aux télévisions nationales, j'imagine, des images, des vidéos de Deuxième Guerre mondiale avec Général Bagramian. Donc là, c'est le symbolisme soviétique qui est avec nous, présent. Avec Pachinian, c'est encore une fois le discours de la nation. Mais aussi, avec le temps, on
on fait une transition vers d'autres types de symbolisme plutôt religieux, et c'est intéressant de voir ces différents références idéologiques qui nous amènent vers l'incertitude, la déstabilisation des normes établies en Arménie post-soviétique au moment de la guerre et surtout après la défaite. Donc le désarroi dans lequel se trouve aujourd'hui la société arménienne, c'est très clairement exprimé dans le film. Et, je repensais aussi à cette image, on en avait parlé, de la maison qui abrite la famille et qui est, en fait, on ne sait pas trop, en construction, en tout cas qui donne le sentiment d'un projet, d'une architecture non terminée. Alors, in progress, ou en suspens, ou totalement interrompu. Et en tout cas, avec ce sentiment d'un inachèvement. Et je me demandais si vous auriez une lecture politique de ce symbole vraiment intéressant de l'inachèvement. Oui, tout à fait. Quand j'ai visité l'espace post-soviétique quelques semaines après l'effondrement de l'Union soviétique, d'abord Moscou, ensuite Yerevan, j'avais l'impression que l'Union soviétique était un projet non terminé. Déjà avec l'architecture, déjà avec plein des projets dans les banlieues de Yerevan non terminés. Et pour moi, c'était au niveau symbolique ce projet socialiste de l'Union soviétique qui n'était jamais abouti. Mais aussi la maison, quand j'ai vu le film La maison de Shoragat et sa famille, pour moi, c'était aussi l'histoire de l'Arménie indépendante, un projet non terminé, un projet sur lequel on travaille encore aujourd'hui, mais la finalité, c'est pas très clair, c'est pas bien défini, c'est un peu chaotique, anarchique, et tout à fait. Et on peut aussi dire aujourd'hui les idées sur lesquelles le mouvement de l'indépendance était basé aujourd'hui sont mises en question. Donc je pense l'intérieur de la maison au niveau symbolique exprime ça très fortement. Absolument. Et Shoragat, est-ce que vous souhaiteriez réagir notamment à ce propos? Et donc aussi la manière où vous filmez ces murs, cet espace, cet abri. When I was filming, I didn't think about that, but I like this idea very much. It's really can be a symbol of what Vikan said. Et alors, ça me fait penser à autre chose quand on parle d'espace. Sevinch, vous sembliez aussi dire qu'il y a comme une sorte de flou entre la frontière entre les militaires et les civils. Vous avez eu ce sentiment-là en visionnant ces images. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi ? Et on rebondira après sur cette notion de frontière autrement. Mais déjà celle-ci, parce que c'est la première réaction en fait que vous avez eue autour de ce flou-là. Qu'est-ce qui vous a fait penser à ça? Yeah, thank you. So I think in the movie, this distinction between civilian life and military life slowly evaporates, although this is what happens in most of the wars. And it's not clear-cut, but still it's very visible how, for instance, Shokat's mother starts sewing pillows for their soldiers as a help, which women usually with their labor during the wartime do. And on the other hand, the soldiers who once were just civilians, but because they are male, they are conscripted or they are taken to the war. And you saw in the movie this moment when the truck, the car that takes the soldiers doesn't want to move, and they comment on that it's not like the truck doesn't want to move. And I think this is a very important moment to realize how the wars function, even if it is to some extent a voluntary
wish to join the military or to join the war, but most of the time it's pre-structured, predefined, and it goes beyond the role of being civilian or soldier. Et je pense qu'on peut reprendre cette image de la frontière par rapport à un travail que vous avez... Ça y est, ça marche. Un travail que vous avez vous-même construit en quelque sorte, aussi en rapport avec des images. Et je crois qu'il est intéressant pour le public de savoir que vous avez fait de votre côté un film, mais dans une autre perspective, si j'ose dire, comme une autre face, littéralement de l'autre côté de la frontière. Et je crois que dans votre ressenti, vous aviez évoqué dans notre discussion un sentiment de péril, pour reprendre vos termes, et que de cet autre côté-là de la frontière, et depuis derrière votre caméra, vous avez eu ce sentiment très fort de péril. Et vous vous demandiez même si peut-être Soragat avait eu ce sentiment-là dans un autre contexte. Donc on pourrait déjà vous entendre, vous, et puis poser la question à Soragat en perspective. Yeah, so just a bit of context for the audience. I come from Azerbaijan. It's a country that was in war with Armenia in 2020, and it's a country that attacked Artsakh, Nagorno-Karabakh last year and forced all of its population to flee. So I come from a position which I think is important here to mention, but it's also all last 4 years. I can't believe that already 4 years have passed. I mean, it's going to be 4 years this year. But 2020 war changed me personally as a body, and that was also first reaction of me to the film was how the bodies change throughout the wartime, how bodies change in liminality, in feeling of being in between and waiting. And what I was doing back in 2020 was basically I went to the front line from the Azerbaijani side, from this side, with some of my social worker friends and activist feminist friends to help some of the women to get out and to receive some humanitarian aid. Also, some of my friends from Armenia did the same. They went to Nagorno-Karabakh and they provided some humanitarian aid there. So my position was not, again, I'm not a filmmaker, I took my phone, the same similar scenario, and the thing is, from Azerbaijani side, it was very, very much controlled to go to the front line, unless you were accredited journalist or something, by the government, obviously, and so they were keeping it all under control, but because I knew the community there, so they let me in, and I managed to take some footage for the documentary purposes, to document some processes, but it was very, very hard to document because even if you are with a phone, I wasn't even with a camera, I was just with a phone, intentionally so that I'm invisible. And I am invisible, technically, in that movie. I'm not even visible. You can only, some of my friends say that you are only visible in that film because you're breathing through the camera. That's the only way I am there. But and I intentionally chose it, in fact, to be invisible because I was, I think when you go through a certain level of feeling powerless and hopeless, you step back to be visible. But yeah, so the peril behind the camera, the fear was that it was very much controlled from the Azerbaijani side, so I could be kicked out at any point, and I wanted to help the women, so I was feeling in between whether I should document or not. Et vous, Soragat, est-ce que vous avez eu ce sentiment d'un danger en réalité pendant que vous filmiez, pour une raison ou une autre, une sorte de geste qui impose ou qui implique une sorte de mise en danger? Thank you for this question. I can say that I completely changed in the process of filming. Before the war, I was kind of romantic girl. Like sometimes we are even talking with my girlfriends, like about what we were talking before the war, like about boys. And now, like life completely changed. I had
very, very big feeling of responsibility on myself. I felt like there is a big stone on my back because I needed to shoot this film. Doesn't matter what will happen, because I understood very fast that it is very important not only to keep my brother's memory and our boys' memory, but also for everybody who is going or has gone through war. And I was, of course, feeling very big danger because I was all the time in this doubt if my brother will come back or no, if war will finish or no. Even though in the process of the war, we was thinking that Armenia is winning because there was a propaganda. But yes, I think when war is happening, you can't do not feel the danger. But in the meantime, I felt like I felt very powerful. And I think a lot of women felt very powerful during the war. Alors, je vais rebondir sur cette phrase parce que ça me fait penser au fait que finalement, on voit très peu de femmes. Les femmes sont quasi absentes dans votre film. Et même votre maman, on l'entend presque plus qu'on ne la voit. Elle est souvent en off. Donc on l'entend dans la cuisine, on l'entend parler, on l'entend bouger, on l'entend vivre, mais en la voyant beaucoup moins que votre père, qui semble être une figure tout à fait centrale. Et en tout cas, dans la toute première partie du film, votre mère est plus absente. Et de manière générale, les quelques images qu'on a de l'extérieur, ce ne sont que des hommes. Et ça m'a fait penser à vous aussi, Sevinch, en tant que chercheuse et activiste féministe, que vous revendiquez, en fait, cette approche et ce regard que vous avez. Comment vous abordez le rôle et la place des femmes dans votre travail quand vous pensez, vous écrivez sur ce conflit du Haut-Karabakh. Et n'hésitez pas l'un et l'autre à réagir, bien évidemment, à tout moment, à propos de n'importe quel point qu'on aurait abordé avant de donner la parole au public. Yeah, so the feminist peace concept for specifically the context of Nagorno-Karabakh emerged during the wartime, naturally, because some of my activist friends, we decided that there is basically no resistance to what's going on, especially from Azerbaijani side, and that's how it emerged. But theoretically, there was a base already. There were a lot of discussions because I was coming from the background of peace and conflict studies. I was involved in the peace building events for many years. So we clearly failed with our peace building, and that came into a scene when the war started. So we were thinking of some alternatives, and I think the feminist intervention is that an alternative for us. It personally also helped us to go through the post-war situation, but also it helped us to politicize peace and imagine it beyond the already existing discourse that is predominant, and it still is predominant because still we hear the conversation related with the negotiations, for instance, between Azerbaijan and Armenia these days, and talking about this peace in their discourse, whatever it means. But yeah, for us and for me, now it's going beyond just, for instance, including women in the negotiation table. That's not what we mean when we talk about feminist peace. It's something beyond that. It's something understanding and analyzing the gendered context of the war, how women are affected and how men are affected, or how queer population are affected by the war. And through that dimension, I think we have a better chance of building a transversal or more interconnected movements that will go beyond the borders. Merci beaucoup. Viken ou Shorakat, vous souhaiteriez réagir aussi sur cette lecture-là des images du conflit?
Peut-être une dernière idée qu'on a discutée également, c'est que là, on voit des images qui expriment l'intimité dans le contexte d'une guerre entre deux nations, deux États post-soviétiques. Mais l'autre question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces États une fois qu'ils sont indépendants, une fois qu'ils ont défini leurs frontières. Parce qu'aujourd'hui, le grand défi, c'est pas seulement où passent les frontières, mais qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de ces frontières. Je dis ça parce que suite à la guerre et à la victoire en Azerbaïdjan, d'une part, les tensions entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie persistent parce que l'Azerbaïdjan menace l'Arménie avec une autre guerre encore aujourd'hui, mais aussi parce qu'il y a une répression continue en Azerbaïdjan. Régulièrement, ce qu'il reste de société civile et ce qu'il reste des médias indépendants sont arrêtés, condamnés, mis en prison. Donc, on est en train de démanteler les derniers vestiges de société civile en Azerbaïdjan. Et ça, c'est aussi un sujet qui est en relation avec cette guerre. Absolument, et ça fait écho vraiment au sentiment de péril que vous évoquiez, Sevinç. Est-ce que, Shoragat, vous souhaiteriez ajouter quelque chose avant qu'on donne la parole au public? Yes, thank you. So I want to say that when I started filming, and it happened that I mostly filmed my father, later I suddenly understood that during the wartime, at least in our war, men need more help. And women are becoming more strong. And it happens, I guess, because traditionally men are who need to keep safe the territory. And when they're seeing that children are dying, like young boys are dying, they're becoming more, how to say, like they are kind of becoming more sorry, I forgot the word, but the women are becoming more stronger, and they are taking and doing a lot of important work, even though they are not on the front line. But a lot of them also are on the front line cooking and being doctors. And about the, I want also to say that we are really in a big danger now of a new war, as in the south part of Armenia there is passing the historical Silk Road, which is very important part, and now everybody wants that part, and Azerbaijan wants, and Russia wants, and Europe wants because it's a shortcut for cheap gas, and US wants because they can put their army under Iran. So the only country who doesn't want it, it's we, because it will mean the end of Armenia. We will finish. We will capitulate. And even now, gossips are spreading in the countries that people are talking that they know the exact day when war will start. Sometimes it happens that these gossips became real, but of course it's a gossip. Like I can't be sure that nobody can be sure that it will happen, but we are in a really dangerous situation, and I hope that international institutions and people will keep an eye on us, because I can see that there is kind of fashion on the wars, and this fashion makes that some other wars or some other genocides stay out of the news and international journals, which is awful actually and scary. Thank you very much, Shoragat. Je pense que le moment est venu de vous donner également la parole. Vous êtes invité à vous manifester. Si vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas à lever la main. Je regarde. Personne. Oui, madame. Je vous en prie.
Je crois qu'il y a un micro qui arrive pour vous. Bonjour et merci, pardon. La seule question que je me pose, c'est si elle et sa famille sont en sécurité. Est-ce qu'ils sont restés encore là-bas? Est-ce qu'ils sont repartis? Qu'est-ce qui s'est passé du coup ces 4 dernières années pour eux? Pour la famille, leur destin. Shoragat, did you hear the question? Yes, thank you. We are not from Artsakh. We never lived there. My mother has some roots from Artsakh, but we are living very near to Yerevan. Donc, relativement à la question du danger qui était soulevée par Madame dans le public, finalement, est-ce que vous êtes en train de nous dire que ce sentiment de danger n'est pas présent pour vous personnellement au sein de votre famille? Sorry. No, actually, Armenia is very small. And now, for example, if something starts in Syunik, which is the southeast part in Armenia, in 2 hours they can be near our home. So there is all the time feeling of danger. Since my childhood, I have this feeling of danger because all the time I hear that children are dying. Even there is no official war. There are shootings. So this war is going on for 30 a bit more years, and the feeling of danger is not passing. So there is all the time feeling of the danger and stress. And even now, when I'm going to the festivals and suddenly I'm appearing in another country, I have this very strange feelings that I'm looking to the people and I can't anymore understand how people can live in peace and happily, how they can just peacefully give themselves, like sit under the sun. I can't understand that anymore. Sometimes I think my brain changed and I will never anymore feel peace. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y aurait une autre question ou intervention du public? Oui, je regarde juste. Oui, monsieur. Merci. Bravo Shoragat, le film est magnifique et nécessaire. J'ai une question sur justement le retour sur le contexte politique. Vigen l'a abordé, mais il est assez peu présent. Et on l'entend à certains moments où la maman dit à Pachinian, il a vendu le Karabakh, ou le papa qui critique la corruption des militaires au tout début. Et ma question, on sent Pachinian a soulevé un vent de nouveautés et de changements dans l'Arménie qui était espéré par la société. Et la guerre, elle a profondément fracturé cette vague de changements. Et on sent la société arménienne fracturée et avec des manifestations continuelles des familles de soldats qui sont morts ou qui sont revenus mutilés, etc. Comment Shoragat, comme une jeune génération impliquée, voit justement la société arménienne maintenant et cette capacité d'avancer malgré tout? Viken, Shoragat, Sevinch, vous souhaitez réagir à cette observation? Donc très rapidement, oui, bien sûr. Donc l'Arménie a vécu une révolution de voleurs en 2018, révolution non violente, qui a renversé l'ancien régime et qui a suscité plein d'espoir. 2 ans plus tard, c'est la guerre, c'est la défaite. Mais il faut aussi souligner que malgré cette défaite, malgré une grande défaite pour l'Arménie, malgré
le fait que même Karabakh a été attaqué l'année passée, on a vécu une nettoyage ethnique. Donc Pachinian, le leader de la révolution, il a organisé des élections après la guerre et en 2021, il a gagné encore une fois. Donc l'opinion publique en Arménie soutient malgré tout les promesses de la révolution. Soutient surtout Pachinian parce qu'ils ne veulent pas le retour de l'ancien régime, mais en même temps, c'est évident que les promesses de la révolution et l'énergie accumulée qui voulait moderniser, démocratiser l'Arménie, aujourd'hui est devant beaucoup des obstacles. Merci, merci Viken. D'autres réactions? On a encore du temps. Shoragat, pardon. Shoragat, et ensuite j'ai vu 2 mains se lever, mais on vous écoute d'abord. Yes, thank you. I wanted to react to this question. I don't remember that part where my father says that military was sold. But I remember that part when my mother says that. But I can tell that this area of the world, where is Armenia, it is a very difficult area. And even we have the most silent government that they are like doing everything for the country, like that they are giving as a present their lives to the country and for their nation. And anyway, everything going to be very hard for us, because the thing is that this everything what is happening, it is not such a small thing that we can control. It is something, some bigger game what is happening, and we want it or we don't want it, we are a part of that. So I think in this there is, for me, there is also the responsibility of international institutions and just people. Shoragat, thank you. Sevinch wanted to react. Yeah, and just then briefly. we'll give you the floor. Oui. Okay. Yeah, thank you, Shoragat. I completely agree that the small region has big stakes and big geopolitical games. And when you think of the post-war situation, the uncertainty of Armenian population on the other side is combined with the new nationalism of Azerbaijanis who feel like the victory gives them even more right to ask for more. And with the Aliyev's authoritarian regime strengthening by the victory, I think we can expect how this whole dynamics can be developed for the future. But I also want to mention that this uncertainty is addressed by some of, for instance, my colleagues in Armenia. We, on the 8th of March, we shared a joint statement with my colleagues from Armenia, with feminists from Azerbaijan and Armenia, talking about these parallels, of course, not so parallel, not so equal in terms of power, but in terms of the challenge for the peaceful imagination of the region. Thank you very much. We have 2 questions here. Il y a Madame et Monsieur, je crois. Monsieur? Qui était l'autre personne? C'était vous, Madame? Ma question porte sur le petit résumé qu'il y a eu à la fin du film, très court, sur les forces de maintien de la paix de la Russie, qui semble n'avoir pas été très efficace, puisque, si j'ai bien compris, 100 000 personnes arméniennes du Haut-Karabakh ont dû évacuer et se rapatrier en Arménie. Donc, comment se fait-il que l'Arménie ait fait appel aux Russes et non pas au Conseil de sécurité de l'ONU pour protéger sa population, d'une part, et deuxièmement, est-ce qu'il y a eu, ça ressemble à un nettoyage ethnique, nous sommes dans le festival du film des droits de l'homme, est-ce qu'il y a eu des plaintes de l'Arménie devant la Cour pénale internationale? Répond d'abord. Donc oui, évidemment, les militaires russes, ils ont laissé faire. Apparemment, il y avait même des accords entre Moscou et Bakou.
avant l'opération. Donc les militaires russes qui étaient là pour la sécurité du population arménienne du Karabakh, ils n'ont pas réagi. Ils ont abandonné leur poste au 19 septembre quand l'attaque a eu lieu. Mais déjà avant, il y avait des signaux que les soldats russes, ils sont pas capables ou ils n'ont pas les ordres de Moscou pour réagir. Donc, quand l'Azerbaïdjan a attaqué l'Arménie même en septembre 2022, il n'y avait pas de réaction de la part de la Russie. Donc là c'est évident. Par rapport à votre deuxième question, oui, il y a des plaintes devant les tribunaux internationaux de la part de l'Arménie. Mais en même temps, il y a aussi des menaces d'une guerre future qui vient de l'Azerbaïdjan. Donc la position de l'Arménie est très très fragile en ce moment. Pour compléter ce que vous disiez, Viken, une procédure est en cours devant la Cour internationale de justice qui se prononce donc sur la responsabilité des États. Et l'Arménie n'était pas un État parti au statut de Rome, qui est le traité fondateur de la Cour pénale internationale, pour répondre, donc qui est une autre juridiction que la Cour internationale de justice. La Cour pénale internationale se prononce sur la responsabilité pénale d'individus et non pas d'État. Et une procédure ne pouvait pas être ouverte jusqu'à présent, les États concernés n'étant pas signataires et membres du statut de Rome, qui est un traité, donc on ne peut l'imposer à aucun État. Mais l'Arménie vient de faire une demande de ratification du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Donc l'affaire est à suivre. Il serait intéressant de voir comment, du point de vue juridique et judiciaire, il serait possible de se saisir, évidemment, notamment du nettoyage ethnique auquel vous faisiez référence, bien sûr. Bien sûr. Alors il y avait madame. Oui, bonsoir. Et ensuite monsieur. Je crois qu'il nous reste, oui, il nous reste encore un peu de temps. Voilà, super. Bonsoir, merci beaucoup pour cette opportunité pour poser quelques questions. Je voudrais adresser ma question à Sevinch en anglais, s'il vous plaît. In your experience, how can a feminist perspective contribute to the peaceful process and the reflection of Azerbaijanese women inside of our country? Because I'm Armenian ethnically, and we know our education, we know our values, and I would like to know about. Okay, thank you. Thank you for the question. So does I understand it correctly how the Azerbaijani feminists can address the Armenian women? This Yes. is what, yeah, how we can link. Yeah, great question. So I think one of the elements of the feminist movement and feminist resistance is to find this link. And I think we as Azerbaijani and Armenian women, we have much more in common than anyone when it comes to experiencing decades of war and conflict. I think the connecting lines is also about the general patriarchy, how it functions in our region. For instance, we had one project where we were asking it's kind of like Me Too movement for the South Caucasus, asking for the stories related with sexual harassment. And we didn't even ask for the country, we just asked for the stories. And believe me, there was no distinction. We didn't even understand which story coming from where, which region, which town. So we can see that our problems related specifically with how the patriarchy functions in our region and in our countries is very similar. That's only one of the connecting points, but there are so many others. I think the problem through the communication is the lack of, as we can already mention, the civil society in Azerbaijan is pretty much cracked down, and it doesn't have that much power to address even inside the country, and thinking of outside of the country is even more harder. But we do it in a very, very seemingly not so massive way, but at least we are connecting through, let's say, 10, 12, 30 people. We have a network, and
the moments we are also questioning ourselves, what we are doing and what kind of tactics we have to choose, but we are in process. And also a lot of things are unpredictable, as Shorakat already mentioned. We also hear that there is another war coming, but we don't know if it's coming or not. We follow their political agenda, but we also don't know what exactly is waiting for us. So what should be our tactic to prevent, for instance, another war is one of the big questions. Yeah, I think this is something that needs to be discussed more. Thank you. The same. And je voudrais aussi adresser... Oups. Je suis désolée concernant les bonnes manières, mais je voudrais adresser et dire un petit message à Shoranak, Shoragat, en arménien. Shoragat, ես շատ ուրախ եմ, որ դուք ստեղծել եք itens լավ film. Ես itens իմ կյանքում մեջ չգիտեմ հայկական ընտանիք, ով դժվարություն չունեն այս կյանքում։ Սաղս ունենք դժվարությունը։ Ուզում եմ ասեմ, որ ես հասկանում եմ ձեր ցավը։ Ես չեմ սիրի ասեմ, որ ես ցավացում եմ։ Ես հասկանում եմ ամեն ընտանիքս բանում անցել ենք մեր կյանքում։ Ուզում եմ որ դուք ուժեղ լինեք, առողջություն եմ ձեզ ցանկանում, ուզում եմ որ դուք նայեք հայլի, էփոնայում եք հայլի, հիշում եք ձեր աղբորը, ինչեղ ես ամեն օր նայում եմ, հիշում եմ իմ հորը, ես շատ ձեզ հասկանում եմ, դուք միք մտածեք, ես ծնվել եմ մեծացել եմ Ռուսաստան, Je traduis, je résumerai en quelques mots le propos un petit peu, oui, bien sûr, en français aussi. Non, mais je le ferai si c'est OK pour vous, comme ça on peut donner, parce qu'on a un temps limité, j'aimerais vraiment pouvoir donner la parole aussi à la personne qui s'est manifestée, mais je vous en prie. Oui, bien sûr, et ուզում եմ ասեմ, որ դուք ցանկանում եմ ձեզ առողջություն, Մեր ծովից ծով Հայաստան չկա, բայց մենք իստեղ նայում ենք սարեր, Հայաստանել մեջ կա սար, մենք սարերի մեջ կարանք մեր հայությունը գտնել։ Կարևորը մենք մեր ընտանիքի մեջ տավաճանություն չունենանք, էփո գնում ենք դուս, խոսում ենք, օր չխորանք հասկանում եք, ես ձեզ չեմ ասում, մեր հայկական կոմունիտեին ասում եմ, մեր Հայաստանում մեջ, Սփյուռքի մեջ, ցանկանում եմ մեզ, որ մենք սաղս փոխվենք, սկսվեց ամեն մարդկու, ընտանիքի մեջ, հետո մեր ընկերներու մեջ, merci. Merci beaucoup, je crois que c'était important pour... Je dis deux mots en français, Shoragat, et peut-être qu'après vous souhaiteriez réagir, parce qu'il n'y a pas de traduction depuis l'arménien. Pour le public, c'était un très beau témoignage de combien le travail et les images de Shoragat traversent en quelque sorte toutes les familles arméniennes, d'où elles viennent, puisque Madame est arménienne de Russie. Donc, une fois encore, c'est les questions de frontières et de diaspora, en fait, font partie de cette histoire de souffrance et de douleur, comme vous avez dit. Et voilà, c'était un témoignage de... Oui, absolument. Et que dire d'autre? Vous avez dit énormément de choses, mais qui sont, je pense, traduites au travers de ces quelques phrases et de ce témoignage transfrontalier en réalité. Et voilà, elle parlait de l'écho que ça pouvait avoir pour d'autres et dans le cœur des autres, au-delà de l'Arménie et de l'Artsakh, mais qui partagent cette histoire commune. Absolument. Merci beaucoup. Ah, pardon, Shoragat, peut-être vous vouliez réagir aussi à l'intervention de Madame, excusez-moi.
I just said that I hug her. Voilà, le cœur qui parle. Je pense qu'il y avait une personne d'abord avant vous, monsieur, me semble-t-il. Dites-moi si je me trompe. Non, alors monsieur, et ensuite je crois qu'il y a une autre main qui s'est levée par là. On a encore quelques minutes, je vous en prie. Oui, alors bonsoir. On a parlé de différents acteurs, on a parlé de la Russie, on a parlé de l'Azerbaïdjan évidemment. Moi, il y a un autre acteur que je pense je serais intéressé en tout cas de vous entendre, je dirais peu importe qui est aussi un voisin, qui a un passé historique assez riche avec l'Arménie, c'est la Turquie. On sait que la Turquie a joué un rôle aussi dans ses premières guerres éclairs. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce voisin-là? Et puis qu'est-ce que l'Arménie, puisqu'on l'a évoqué, a des enjeux qui la dépassent, qu'est-ce qu'elle peut espérer aussi par rapport à ce voisin? Merci beaucoup de cette question parce que je me disais que le grand absent de nos échanges, c'est la Turquie et j'allais d'ailleurs proposer d'en parler, donc merci. Monsieur, vous disiez qu'elle est porteuse d'une histoire très riche en lien avec l'Arménie, c'est un joli euphémisme. Qui souhaite réagir? Peut-être chacune d'entre vous. Mais je vais d'abord m'adresser à Viken, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et n'hésitez pas, Sevinch et Shoragat, évidemment, à réagir également. Oui, pas seulement j'ai travaillé sur le sujet, mais on était aussi ensemble sur... ici même au FIFDH 2015, c'était une autre contexte, comme si on était sur une autre planète, n'est-ce pas? À l'époque, on a pensé que 100 ans après le génocide, avec une conscience morale et politique internationale, quand le président de l'Allemagne finalement disait que oui, c'était un génocide, mais aussi l'Allemagne a une responsabilité directe dans ces actes. Et ensuite, quelques années plus tard, le monde a complètement basculé. Et là, on voit que la Turquie, en 2020, a participé directement avec ses généraux, avec ses officiers, avec ses forces aériennes dans une guerre contre l'Arménie et les Arméniens. Donc, et là, pour moi, c'était l'élément le plus important au niveau international, pas pour ce petit morceau de bout de montagne qui est l'Arménie et le Karabakh et l'Azerbaïdjan, mais au niveau mondial. Imaginez un pays qui a déjà commis un génocide, revient 100 ans plus tard pour continuer, mais aussi ses dirigeants, ils faisaient des références au génocide. Donc pour moi, c'était révoltant, c'était au niveau existentiel insupportable. Pour finir le travail, on a pu entendre ça, hein, il faut finir le travail. Le président de la Turquie qui a prononcé ces mots. Donc, et là, on voit que, si vous voulez, j'ai le sentiment, avec les menaces d'une guerre nucléaire qui vient de M. Poutine, avec Israël qui est accusé d'un génocide, on est comme si on est en train de retomber dans une deuxième vague des génocides et que nous, l'humanité, avec nos instances internationaux, on n'a rien appris du XXe siècle. On n'a pas les instruments pour nous protéger, pour protéger l'humanité contre des dangers du type génocidaire. Et c'est ça qui fait peur à tous les petits qui ne sont pas protégés. Peut-être les grands pays, les grands empires, ils ont les moyens de jeter quelques centaines de milliers de leurs soldats dans le feu, mais l'existence des petits est menacée. On était aussi ici il y a 2 ans en arrière où on a parlé de Yézidis, donc le génocide des Yézidis par Daesh. Et là, aujourd'hui, c'est pas un groupe extrémiste qui est en train de commettre des génocides, mais des États. Et là, ça fait peur, absolument. Oui, la Turquie est absolument présente dans cette histoire. Présente, active, soutenante à tout point de vue, politiquement, financièrement, militairement, et puis dans le narrative, dans le discours absolument explicite de la répétition de la disparition nécessaire des Arméniens, Arméniennes. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de... Vous avez utilisé un euphémisme, mais il n'y a pas d'euphémisme dans le discours politique d'Erdogan. Je veux dire, les choses sont très clairement et explicitement dites. Donc, peut-être laissons, parce que je sais qu'on va devoir libérer la salle, malheureusement, mais laissons peut-être Sevinch et Shoragat, si elles le souhaitent, réagir à cette question de la place et du rôle de la Turquie
dans cette configuration géopolitique, notamment. Shoragat, vous souhaitez réagir? I was, until Vigen was talking, I was thinking how they're managing to kind of stay in the shadow while they are part of this war. Even I'm forgetting to talk about them. Actually, I want to say something else. I want to say that I think 1 hour of talking with each other and all of you, dear audience, who are listening us. Unfortunately, I can't see you, but you see my face, and I think that hopefully 1 hour is enough that you remember my face and remember my family through the film. And I know that when far away war is happening, it seems like a cartoon, like it's just the news, and like 2 seconds after you read it, you will forget about it. It is not about real people who are dying there. But please, if something bad happened, but hopefully it will not happen, just remember my face and remember that maybe I'm going to die, and maybe it will push you to keep your attention on Armenia. Je vous propose de, en fait, peut-être de nous arrêter là.